L'entrepôt du bricolage de Saint-Jean-de-Moiran, Échirolles-Comboire, Saint-Martin-d'Air vous présente Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, l'esprit entrepôt, ça change tout. Avec Gilles Trignard Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Bienvenue à tous, l'émission qui donne la parole à ceux qui font bouger le territoire, qui le font grandir. Ce soir, on élargit le contour du bassin grenoblois grâce à ce très beau film qui, j'en suis sûre, va toucher chacun d'entre nous. Les miens, c'est le film qui sort droit du cœur de Roche d'Izem. Une production intime, intimiste, une tranche de vie, de famille qui divertit, qui interpelle et qui chuchote un message universel avec un casting juste excellent dont l'acteur qui fait la fierté des Isérois. Et restez avec nous en fin d'émission, un clin d'œil cinéma avec le cadeau d'une légende du cinéma au micro de Télé Grenoble. Et c'est déjà une légende. Nina Zem, bienvenue. Merci. Honneur à vous, c'est votre première télé. Et merci beaucoup d'être avec nous, jeune actrice bouleversante de sincérité, devant la caméra de votre père, Roche d'Izem. Bienvenue. Merci, bonjour. Quel plaisir de vous recevoir, on est très heureux. Et de retrouver également Samy Bouajila, bienvenue. Bonjour. C'est un film sur la famille. On est ici dans la grande famille de Télé Grenoble. On sait que vous êtes originaire de la région, donc on est très très heureux de vous retrouver ici. Et encore plus après la projection de ce film en avant-première, c'était à Grenoble, au Méliès. Roche d'Izem, une carrière immense. César du meilleur acteur en 2020, prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes, collectif avec vous, Samy Bouajila, pour Indigène. On ne peut pas résumer votre carrière à ça, c'est très réducteur, mais on va comprendre beaucoup de choses ici avec vous concernant ce film, Les miens, et on va savoir pourquoi est-ce qu'il faut aller le voir. Sélectionné à la Mostra de Venise, en salle le 23 novembre. C'est votre 6e film en tant que réalisateur. En tant qu'acteur, ça fait combien ? Ah, ça, j'ai pas compté. Il y en a beaucoup, hein ? Ouais. Mais il y en a encore beaucoup à venir. Surtout, ce qui m'intéresse, c'est les films qui me restent à faire. Tout à fait. Si on regarde un peu dans le rétro, le premier, c'était Les Keufs en 87, avec Josène Balasco notamment. Et beaucoup de genres très croisés, de différentes... on a vu des comédies, on a vu des drames, des polars. Avec Samy, on en parle souvent, on a des carrières parallèles depuis 30 ans et on a été très gâtés. On a été très gâtés par le cinéma français. Ouais. Alors, vous gâtez le public avec ce film. Il s'appelle Les miens, ce sont les vôtres. Puisque d'ailleurs, vous ne vous mettez pas en avant sur l'affiche. Je ne sais pas si on peut la revoir, l'affiche d'ailleurs. Vous êtes sur le côté, vous tournez la tête. Les miens, ce sont eux. C'est fait exprès sur cette affiche ? Ouais, d'abord, il y a une volonté. Vous savez, quand vous réalisez que vous écrivez, que vous jouez et que vous produisez, il y a un moment où vous dites, je ne vais pas en plus mettre mon visage en grand sur l'affiche. Mais c'était aussi une façon de les présenter. En étant le seul personnage à tourner le dos à l'objectif, c'était une façon aussi d'accorder l'image au titre. En disant les miens, on comprend qu'il y a un narrateur et on comprend que je suis celui qui les raconte. Qui les raconte, si vous en êtes fiers, vous les regardez avec tendresse ici, avec Maïwenn bien sûr, et un casting magnifique. C'est un hymne à la famille, alors à la famille en général, en partant de la vôtre, votre famille du cinéma et votre famille tout court, vous mélangez les deux, hein, le casting, c'est aussi votre famille ? Oui, il y a eu cette volonté au départ, effectivement, de raconter ma famille, mais en racontant ma famille, c'était aussi une façon de raconter ma France, de ces 40, 50 dernières années. Et c'est vrai que raconter ça sous le prisme de la famille, du clan, des miens, de la tribu, ça me paraissait être un angle intéressant. Et pour constituer cette famille, effectivement, je suis allé chercher auprès de ma famille de cinéma, dont fait partie Samy, dont fait partie également Rachid Bouchareb et tous les autres. Et là, je suis aussi allé chercher dans ma famille au plus près, puisque effectivement, il y a également ma nièce, Anaïd Rosam, et ma propre fille, ici présente. Donc voilà, de constituer une famille qui me paraissait naturelle et de créer cet amalgame qui permet ensuite d'être au plus près des relations des uns des autres. C'est-à-dire que ce qui s'est passé sur le plateau entre eux, notamment dans les scènes de déjeuner ou de dîner, il y avait des choses que je ne leur avais pas demandé, mais qui existaient naturellement. C'est eux qui ont créé cette relation. Je n'ai pas eu à gérer des égos.
Samy a généreusement transmis son savoir au sein de ce groupe, de cette équipe. Et il y a quelque chose qui est né sous mes yeux, qui ressemblait effectivement à une famille, à ma famille. Et donc, j'ai essayé de tirer la quintessence. C'est un film qui a été écrit à quatre mains avec Maïwenn. Pour autant, on ne parle pas de film autobiographique. Mais il y a beaucoup de vous dans ce film et de votre histoire. Et l'histoire de votre famille. C'est très autobiographique. Très, très autobiographique. Pour le coup. et Samy, cette dimension famille, elle était très importante pour vous ici. Vous vous sentiez véritablement en famille en tournant ce film? Ah mais oui, évidemment, comme il vient de le dire, déjà de par la, comment dire, m'inscrire dans le... C'est la deuxième fois qu'il me dirige, quoi. Puis on se connaît depuis un moment, on a tourné plusieurs films ensemble. Donc ça me tenait à cœur. Je connais son frère qui a vécu ça. Je ne savais pas qu'il avait vécu ça, d'ailleurs. Je connaissais aussi Nina, enfin, mais... au-delà de tout ça, oui, il y a une évidence, c'est très cohérent pour moi de rentrer dans l'univers cinématographique de Rushdie, dans ses films. Et voilà, il y a comme un prolongement évident qui se faisait, indépendamment du plaisir en plus qui vient s'ajouter. Voilà, quoi. Alors, j'ajoute que vous avez joué le rôle d'un personnage qui existe, qui est le frère de Roch Dizem. La dernière fois que vous étiez sous la direction de Roch Dizem, c'était pour interpréter un autre personnage qui existe, oui. Omar Haddad, bien sûr, dans le film merveilleux Omar m'a tué. Bon, on revient sur ce film-là. Le pitch, très en quelques mots, vous me dites si je me trompe, Moussa, vous êtes un homme réservé, très doux, qui est brisé par un amour qui se termine, victime d'un accident. Vous vous réveillez doucement, très doucement, vous vous réveillez et vous devenez odieux, sans filtre, agressif, avec votre famille qui se déchire, sauf avec le frère un peu égoïste, vedette de télé qui n'en a que pour son travail. On regarde la bande-annonce ? Avec plaisir. Sur une échelle de 0 à 6, pour ce qui est de la fatigue, 4. Pour ce qui est de l'impulsivité et la colère, l'agressivité, Je te baise. Quoi? 3. pour ce qui est de la tristesse, 6. Ils sont vraiment tristes. C'est un trauma crânien franchement grave. Il s'est passé quoi au juste? C'est-à-dire qu'en fait, il a eu un choc derrière, mais la bosse, elle est devant. je vais vous proposer un traitement nouveau. Et puis, il faut qu'il soit bien entouré sur le plan affectif. Merci. Combien on te doit? 150 €, en chèque ou en espèces, parce que je prends pas la carte bleue. Bah, je vais prendre ton chéquier, Doudou. Vous avez décidé de t'emmerder jusqu'au bout, là. Maman, tonton, là, c'est l'exorciste. On le reconnaît plus du tout, là. Il est plus irritable, donc forcément, il est un peu plus agressif. Elles sont nulles, tes vidéos, et t'es moche. La bonne nouvelle, c'est que c'est provisoire. Je l'ai jamais vu comme ça de ma vie. Ah, tu crois que j'ai besoin d'un merdeux de 27 ans à vacher sur mon canapé, à jouer H24 à ce jeu débile? T'as ton petit frère qui est inconscient. Encore une fois, c'est moi qu'on appelle. Moi, j'aurais pu gérer, mais on me demande rien. Ouais, non, on sait qu'il faut pas compter sur toi. On te dit tous la même chose, en fait, mais tu veux pas l'entendre. Vous l'avez compris, c'est bouleversant. Ça nous prend aux tripes, ça nous fait réfléchir, mais ça nous fait rire aussi. Ça reste une comédie? Oui, mais c'est malheureusement drôle. C'est vrai que le changement de personnalité auquel j'ai été confronté et qu'on voit à travers le personnage de Samy, c'est terrible et c'est aussi drôle à la fois parce qu'effectivement, il est totalement désinhibé et donc il balance des vérités. C'est aussi le distinguo avec la folie. Quand on a un traumatisme crânien et que le lobe frontal est atteint, ça vous désinhibe et ça vous autorise, c'est une liberté incroyable, hein, en même temps ça fait de vous un homme libre, de dire tout ce que vous pensez. Et ce que vous pensez, parfois, ce n'est pas des choses qu'on a envie d'entendre. Donc oui, c'est drôle, c'est cruel, mais c'est aussi, ça raconte aussi notre rapport d'un point de vue sociétal au mensonge et aux des choses qu'on peut révéler ou pas. Donc sur les vérités tues, sur les secrets, notamment au sein d'une famille qui s'aime, mais dont tout n'est pas révélé, tout n'est pas formulé. Est-ce qu'on peut préciser alors l'origine de ce film? Vous l'avez écrit juste après le confinement de 2020, c'est ça? Et votre frère a été victime d'un accident. C'est arrivé à votre frère, en fait, ce scénario-là. Oui. Et il va bien? Il va beaucoup mieux. Vous savez, c'est un long processus, le traumatisme crânien, avant de retrouver sa personnalité. Quand on la retrouve, hein, parce qu'évidemment, aucun cas n'est... Il n'y a pas de règle quand le cerveau est atteint, mais en ce qui le concerne, ça a pris à peu près 2 ans pour qu'il retrouve complètement sa
sa personnalité originelle. Mais il va beaucoup mieux, il va très bien même. Mais c'est aussi intéressant d'un point de vue médical sur ce que ça raconte sur les traumas crâniens et surtout sur les maladies invisibles. Beaucoup de gens en sont atteints. Nous, on ne le sait pas. Quand vous croisez quelqu'un qui a le même problème, vous pouvez le trouver grossier, odieux, malpoli. Et en fait, quand on gratte un petit peu, on s'aperçoit que cette personne a ce qu'on appelle le handicap invisible. Et c'est un sujet qui me tient à cœur également. Absolument. Et même le handicap psychique est invisible et très mal jugé. C'est lié, bien sûr. Oui. C'est ça. Est-ce que ça vous est arrivé aussi de vous remettre en question à partir de l'accident de votre frère? C'est-à-dire, est-ce qu'il a induit cette introspection? Est-ce que vous vous êtes dit, est-ce que tout s'est passé comme dans le film, en fait? Beaucoup. Vous savez, j'ai écrit, c'est une écriture quasiment simultanée avec les événements. Donc j'ai écrit avec mes yeux. Aidé en cela, comme vous l'avez dit tout à l'heure, par Maïwenn, mais j'écris avec mes yeux et j'écrivais en fonction de l'évolution des événements. Donc il y a eu cette convalescence et l'écriture a suivi cette convalescence. Et la façon dont l'attitude et le comportement de mon frère étaient très liés à la façon dont se déroulait la suite de mon scénario. Donc on suivait ça au plus près avec Maïwenn, on interrogeait les membres de ma famille aussi pour voir comment eux avaient vécu et comment ils vivaient en direct cet accident qui a été vécu dans ma famille comme un cataclysme, parce qu'en plus, comme vous l'avez dit, c'était quelqu'un de très affable, très généreux, et qui était aussi un des noyaux essentiels de cette famille. Donc quand ce noyau-là s'est retrouvé handicapé, c'est toute la famille qui s'est retrouvée déséquilibrée. C'est ce que le film raconte. Donc la famille se déchire et se ressoude. Ça, il faut le découvrir dans le film. Ou pas, peut-être. Mais en tout cas, oui. En tout cas, ça crée ça la déstabilise considérablement. Mais Samy, vous connaissez le frère de Rushdie? Vous le connaissiez avant? Oui, je le connaissais, mais avant qu'il ait cet accident, quoi. Donc, j'étais même pas au courant, en fait. C'est Rushdie qui m'en a parlé. Je l'ai découvert en lisant le scénario, en fait, quand Rushdie me l'a proposé. Non, je disais, puisqu'on parle de mon frère, il s'appelle Mustapha. Et si vous voulez en savoir plus sur lui, il a écrit un livre qui s'appelle Les Pas perdus. Je ne sais pas si vous avez besoin de l'évoquer, mais voilà, il est sorti il y a 2 jours. Donc Les Pas perdus, Mustapha Zem, si vous voulez en savoir plus sur lui et sur nous, sur ma famille, parce que moi je raconte une histoire qui se déroule sur quelques semaines, lui il raconte la même histoire mais qui se déroule sur 40 ans. Donc c'est intéressant aussi ce que ça raconte sur une famille d'origine marocaine qui s'installe en France et qui cherche à s'intégrer. Voilà, petite parenthèse, fin de la parenthèse. Bien sûr, non, mais vraiment, il n'est pas perdu. La vraie histoire, elle est ici avec tout ce qui a induit finalement ce film-là pour vous. Comment est-ce que, du coup, vous avez endossé ce rôle à partir de quelqu'un qui existe et dont vous êtes proche? Comment est-ce que vous vous êtes approprié ce rôle? Simplement, moi j'ai démystifié le fait que je sois proche ou pas. Le but du jeu, c'était justement d'incarner ça. Et ce que j'en retiens, en tous les cas, c'était vraiment jouissif de pouvoir... d'être débridé comme ça et balancer ce qu'on veut ou ce qu'on a du mal à dire dans la vie, quoi, en tout cas. Donc c'était un vrai bonheur. Est-ce que dans la vie, vous êtes aussi parfois comme ça? Ou est-ce que c'est un vrai rôle de composition? J'ai longtemps été colérique et par moments, je pouvais me lâcher et dire aussi ce que je pensais. Mais non, pas avec la même liberté, la même évidence. Il s'énerve pas quand mon personnage, en tout cas, quand je le faisais, il s'énerve pas, quoi. Ça sort de lui et il dit ce qu'il pense, sans filtre. Il est grossier. Oui. Nina, si ce n'avait pas été un film sur la famille et dirigé par votre père, est-ce que vous auriez, on va dire, franchi ce cap? C'est votre premier film. Vous avez encore des doutes sur la suite de votre carrière? Peut-être, peut-être pas. C'est une porte qui s'ouvre? C'est une porte qui s'ouvre et d'une manière assez douce finalement d'avoir été dirigé par mon père et de faire un film sur la famille parce que ça a permis d'avoir une base de connaissance du fait que j'interprète le rôle de ma cousine et ensuite d'avoir la liberté de pouvoir interpréter en mélangeant la composition de quoi moi aussi je suis faite et d'être dirigée par mon père qui savait par moments comment m'amener à des endroits de manière... de manière assez personnelle, puisqu'il me connaît particulièrement, quoi. Oui, mais vous aussi, en plus. Vous connaissez particulièrement, vous avez grandi dans les caméras, sur les plateaux de cinéma. Vous connaissez ce métier, vous avez grandi avec. Et est-ce que vous avez redécouvert votre père aussi, redécouvert ce métier?
Ouais, oui, je l'avais accompagné quelquefois sur des plateaux en étant petite, mais oui, je pense qu'on s'est redécouvert dans un monde professionnel, puisque finalement, il y avait toute une équipe et tout en restant chacun à ses places, voilà, mais c'était assez sérieux, je crois, comme travail, et c'était assez agréable. Elle n'a pas bénéficié d'un rapport privilégié. C'est vrai qu'à partir du moment où j'ai décidé de l'engager sur le film, elle était logée à la même enseigne que les autres acteurs. Après, j'adore les acteurs, donc c'est pas quelque chose de violent. Mais c'est vrai qu'elle a baigné dans ce domaine-là par le biais de mon travail, mais je les ai souvent aussi beaucoup protégés de ça. Et je suis passé d'une protection, enfin même d'un cloisonnement entre ma vie familiale et mon travail, à carrément, allez, viens avec moi et on va faire un film ensemble. Mais c'est vrai que parfois je l'ai même un peu secoué, mais parce que on était en quête de la perfection, si tant est qu'elle existe. Donc j'avais peut-être plus envie encore de justifier la présence de ma fille dans ce film. Et il a fallu la faire crier. C'était ça, cette petite anecdote où vous devez crier. Vous n'y arrivez pas. Pourquoi ? J'y arrive pas parce que c'est pas du tout dans ma nature. Je suis plutôt... J'accède aux larmes un peu par tous les moyens possibles, que ce soit à partir du rire, du drame, machin, mais moins facilement au cri. Et dans une scène avec Samy et Karl qui joue mon frère, je suis censée monter la voix. Et j'ai la voix plutôt grave, mais qui pousse pas. Et en fait, ouais, ça a été plusieurs scènes. Oui, parce que je voulais qu'elle joue l'hystérie. Souvent, les disputes dans la famille, il y a toujours une forme d'hystérie qui s'immisce comme ça dans la dispute. Et en fait, j'ai réalisé en lui demandant qu'elle n'avait jamais été confrontée à l'hystérie, puisque sa personnalité ne confère pas cette pathologie qui nous est propre parfois, surtout dans les familles méditerranéennes, où parfois on est amené à élever la voix très facilement. Mais le ton monte, d'ailleurs. Mais c'est pour ça que ça a été finalement, ça a été un mix entre ma nature qui n'est pas de hurler, mais en même temps, on ne me demande pas de jouer mon rôle, donc j'ai crié un petit peu quand même. Oui, donc voilà, déjà une redécouverte, vous aussi, de votre fille. Complètement, mais je la découvre, évidemment, parce que quand je lui demande ça, effectivement, je réalise que effectivement, je ne l'ai jamais entendu crier. Donc c'était intéressant de l'emmener vers un ailleurs, vers explorer une partie de soi, parce qu'en même temps, on a ça en nous. C'est pas... Quand on dit qu'on n'est pas colérique, évidemment qu'on l'est, comme tout le monde, sauf qu'on a parfois la capacité à conserver, à canaliser. Mais les gens qui canalisent, le jour où ça explose, ça fait encore plus mal, non ? Ah bah, absolument, absolument. D'ailleurs, ça fait réfléchir justement, est-ce que ça doit exploser comme ça ? De quelle manière ? Ici, on s'appuie sur une famille originaire d'Afrique du Nord. Donc, on sait à quel point la notion de famille est très, très importante aussi dans ces cultures-là. Mais ça s'adresse à toutes les cultures, à toutes les origines. Excusez-moi. C'est-à-dire qu'effectivement, on a toujours l'impression que pourquoi les familles sont plus importantes pour les Méditerranéens. Non, je vous assure, je voyage beaucoup avec mon film. Et je suis allé dans des régions où, par exemple, il y a vraiment... Alors là, pour le coup, l'issue de l'immigration africaine est quasiment inexistante. Et en fait, l'échange et les impressions sont les mêmes. La famille, c'est quelque chose d'universel. Elle est pas plus forte chez les Méditerranéens que chez les Scandinaves. Il y a quelque chose de très fort. On le voit chez Bergman. Alors, c'est plus froid, c'est plus distant, c'est peut-être moins tactile. C'est une manifestation, oui. Mais c'est tout aussi important. C'est pour ça que je suis un peu frileux sur le fait de faire une différence de valeur à ce niveau-là. Mais c'est dans la façon de s'exprimer peut-être qui est peut-être un peu... On se retrouve effectivement dans les familles méditerranéennes, mais on peut faire la comparaison avec une famille nord-africaine comme avec une famille italienne. Il y a quelque chose toujours où on est dans des envolées comme ça, un peu tragiques, toujours très... il y a toujours une dimension dramatique, parfois sur des détails qui sont assez futiles. Donc ça, oui, on peut retrouver ça, effectivement. En tout cas, ces repas, ils donnent envie, ils donnent faim aussi, ce film. Et est-ce que vous aussi, il vous a incité une certaine remise en question, une réflexion par rapport à votre rôle dans la famille ? Parce qu'en fait, Rogy, on ne peut pas regarder ce film sans
se l'approprier et sans s'approprier notre propre histoire, sans réfléchir à notre propre comportement en famille. Est-ce que c'était un but, ça aussi, pour vous, de transmettre ce message? Un but, je ne sais pas, mais il y a en tout cas une réaction une volonté de créer chez le spectateur une émotion voilà, qui n'est pas individuelle. C'est une émotion collective qu'on recherche quand on fait ce genre de film. Et à travers, effectivement, les impressions qu'on a pu entendre, par exemple, hier soir au Méliès, j'entends ce que les gens me disent et surtout, je réalise à quel point ce qu'on raconte, ce que j'ai voulu évoquer, touche et fait écho auprès de tout le monde. Et ça, c'est assez beau parce que c'est ce qu'on cherche quand on écrit un film. C'est l'échange, c'est la communion. On le voit là dans les images. Il y a quelque chose. C'est ce qui me bouleverse le plus quand on présente un film au public. Et vous êtes très attentif aux gens. J'ai vu ça. Vous les regardez, vous allez les chercher aussi. Ici, vous avez demandé pas tant des questions, mais des réactions. C'est important. Oui, parce que effectivement, comme on le disait au tout début, c'est un film qui a été pensé juste après le confinement. Et le confinement, c'est quoi? C'est on rentre dans l'ère de l'individualisme. Et là, on est confronté à nous-mêmes. Et ça, c'est un moment de partage. Et il prend encore plus d'importance aujourd'hui qu'auparavant parce qu'on se rend compte à quel point c'est quelque chose de rare, d'essentiel et dont on ne saurait se passer. Donc quand on en a été privé pendant plusieurs mois, même pendant presque une année, ça prend une autre dimension, ce genre de moment. Donc oui, pour moi, c'est important, évidemment. Surtout, il y avait aussi des personnes de votre famille dans le public. Oui. Puisque c'est votre cousine Nadia qu'on a pu voir sur ces images et qui vit ici. Vous aussi, Samy, j'imagine, la famille, les amis, vous en aviez ici devant Oui, vous. tout à fait. C'est toujours un plaisir de revenir ici. Vous n'habitez plus dans la région? Non, j'habite plus dans la région, mais c'est toujours un plaisir d'y revenir. Oui, c'est ma région de cœur. Hein. Je suis né, j'ai grandi là. Ouais. Ça compte? Oui, beaucoup. Donc, est-ce que oui, vous aussi, alors on revoyait les images du film tout à l'heure, est-ce qu'il a changé quelque chose aussi dans votre perception de la famille? Est-ce que j'agis de la bonne manière? Est-ce que on se demande non, mais souvent, ça, c'est un questionnement constant, tout ça. Et je suis très famille, tout comme Rochdy. J'ai 2 enfants aussi qui ont le même âge que ses enfants. Je suis proche des miens. C'est marrant. Et c'est un questionnement constant, voilà, et on essaie d'être à l'écoute avec soi-même, avec les siens, et voilà, non, rien de particulier. J'étais interpellé par ce qu'a vécu Mustapha, son frère, quoi, oui, et après, moi, j'ai au premier degré, j'ai vraiment pris au premier degré un plaisir à trouver la justesse de ça et à me glisser dans cette famille reconstituée, quoi. Et à sentir vraiment ce que pouvait, à exprimer vraiment ce que pouvait ressentir ce personnage aussi. Vous lui avez laissé en roue libre, comme on dit justement, pour interpréter, donner vraiment toute cette émotion-là. C'est un rôle qui vous a vraiment touché dans votre cœur? Oui, c'est un rôle qui m'a touché fort. Après, en roue libre, non, il est très directif, mais en fait, comme on est complice et que je connais un peu, des fois, ça sert à... Vous savez, la direction, un regard suffit, une complicité, tout est écrit déjà, et après, il faut se noyer dans le collectif. Donc ça, c'est un vrai plaisir, et le rôle est passionnant, oui. Il vous a plu, le film? Parce que c'est la première fois, on se voit, on se découvre. Ça a été une chose facile? Ça a été une chose facile. C'est un peu particulier de se voir à l'écran, même si on entend souvent que la plupart des acteurs n'aiment pas se voir, c'est s'entendre. On se dit que... Mais c'est un peu bizarre, mais en fait, c'est pas forcément ce qu'on regarde en premier dans le film. Moi, ça m'a plu de retrouver un peu tous ces moments vécus et de voir comment ça a fait un film dans bout à bout, quoi. On va bien sûr pas tout raconter de ce film-là. C'est très surprenant. Un casting, donc on le dit vraiment d'une grande justesse. En fait, vous filmez au plus près des émotions. Une caméra qui est très intimiste aussi, qui bouge un peu pour faire bouger aussi les émotions, provoquer un peu de tension. C'est volontaire, ça. C'est-à-dire, quand on raconte la famille, on raconte surtout des sentiments, des personnalités. Et effectivement, on essaie de filmer sans esbrouf. Et sans esbrouf, ça veut dire d'avoir constamment 2 caméras omniprésentes pour toutes les séquences, à l'épaule essentiellement, et que les caméras ne soient pas
des objets qui imposent aux acteurs un déplacement, mais qu'elles soient complètement partie prenante de ce qui se passe, des événements qui se déroulent. Il y a un espace de liberté pour les acteurs. On connaît tous ensemble l'enjeu de la scène, à eux de trouver leur place, à eux de proposer, et surtout aux techniciens de créer le mariage de tout cela sans les sempiternels imprévus comme la lumière, le son, etc., de les mettre en accessoire. C'est la partie accessoire et de donner une place au jeu et à l'émotion et à ce que ça peut provoquer comme intensité et d'être vraiment au rendez-vous quand ça se produit. C'est ça l'intensité, la sincérité intense. Hein. Vraiment, Maïwenn, c'est un hymne à Maïwenn aussi, ce film qui est d'une sincérité complètement déconcertante. Maïwenn, elle ne s'est pas donné autre chose que du sincère. Donc, Et telle qu'elle est. Voilà, ça explose vraiment. Samy Bouajila, Grenoble inspire, hein, vous l'avez vu, on est ici en région grenobloise, on vous avait vu tourner ici Rouge, c'est ça, c'était en 2020. Après, on a pas mal de tournages ici ces derniers temps, Le Grand Bain, hein, il y a quelques années, Loin du périph' avec Omar Sy l'an dernier, La Nuit du 12 aussi de Dominique Moll. Bon, Grenoble finalement, il y a pas mal de films qui se tournent ici. Vous en dites toujours, je crois. Ouais. Ouais. C'est quelque chose, c'est un territoire qui a de quoi faire valoir sur la scène du cinéma. Oui, moi je me rappelle du Truffaut, la femme d'à côté surtout, avec Depardieu et Ardant. À Berlin. Mais exactement, mais ouais. Puis pas seulement, à Grand Place, à Uriage, partout, quoi. C'était super. C'est vrai que la maison est toujours à Berlin. Ouais. Et c'est bien vraiment de voir aussi se succéder tous ces tournages ici. Vous avez l'habitude de parler en public, comme on l'a vu au Méliès. On vous avait retrouvé aussi sur votre territoire échirolois. C'était au collège, c'est Jean Villard. Oui, Jean Villard, oui, à Échirolles. Oui. Et c'était le vôtre. Vous avez rencontré il y a quelques mois maintenant, les collégiens. Vous étiez ici à leur place. C'est un moment qui vous a touché ? Oui, c'est un moment qui m'a touché, bien sûr. Je trouvais ça cohérent de partager. Ça s'inscrit dans le cadre Un César à l'école. Et quand l'Académie des Césars m'a sollicité, oui, j'ai trouvé un espace, un moment pour venir partager ça avec eux, dans ce collège où effectivement j'ai grandi, quoi. Et c'est vrai que ce film montre aussi une famille avec des personnes en réussite. Hein. Votre fille, les miens, ce sont des personnes qui travaillent, qui veulent réussir aussi. Et c'est un peu ce message que vous leur transmettez ici à ces collégiens. De croire en ses rêves, d'en avoir déjà, de croire en soi, et puis de prendre plaisir à la vie, quoi, et au reste. Oui, c'est ce que j'ai essayé de partager avec eux. Ouais. Ils ne seront pas tous acteurs. On ne sera pas tous acteurs non plus. Le but du jeu n'est pas d'être acteur. Le but du jeu, d'être acteur de sa vie. Et de croire, d'aller au bout, d'écouter ses envies. Je pense d'avoir une passion. C'est intéressant ce que vous dites. Vous parliez tout à l'heure, par exemple, de l'écriture avec Maïwenn. On était tous les deux des enfants qui étaient en échec scolaire, considérés comme perdus pour la société. Donc, c'est important que les plus jeunes sachent que tout ne passe pas par l'école. C'est important, c'est de trouver une passion, une ambition, avec une volonté d'y accéder. Et parfois, l'échec scolaire, c'est évidemment, j'en sais quelque chose, quoi. Vaut mieux réussir cette étape-là. Mais si jamais on échoue, c'est pas pour autant la fin de votre vie. C'est-à-dire qu'il y a d'autres façons d'y parvenir. Et pour cela, il faut avoir des velléités, des désirs et se donner les moyens d'y accéder. S'ouvrir aussi, c'est ça, vous y contribuez. C'est pour ça que je champ des possibles. La famille, c'est quelque chose qui vous protège beaucoup, mais il faut savoir aussi s'en extirper afin de découvrir d'autres horizons et d'ouvrir son champ des possibles. Vous avez raison. Je bascule vers votre famille quand même. Nina, ça sera le cinéma ou plein de choses. Je crois que je ne vais pas m'en tenir à une passion. Vous êtes pleine de passion. Mais je découvre, je suis encore en recherche de tout ce qui m'intéresse. Je prends le temps. Dis-le que tu fais de la céramique. Mais oui. Je fais de la céramique. Mais c'est merveilleux. C'est pour l'instant mon domaine principal. Ah ouais, on a hâte de voir ça. Ou les deux. Hein. Mais elle a son master de psycho. De psychologie. C'est important. Psychologie. Je viens de finir mes études de psychologie. Et avec une thèse, un master sur le film peut-être de votre père, parce que là, la psycho, il y a quelque chose. Hein. Il y a un bon sujet. J'ai rendu mon mémoire l'année dernière.
Ah, félicitations, Merci. bravo vraiment. Puis bravo pour cette première télé déjà ici et puis ce premier film vraiment bouleversant, vraiment. Et, alors, croire en ses rêves, on le disait aussi, aller au bout. Alors, les rêves, justement, on va en parler dans le temps additionnel de cette émission. Vous qui présentez d'ailleurs Canal Football Club dans le film, temps additionnel, ça va vous parler. C'est vrai que c'est votre métier dans ce film, hein, présentateur de télé, de Canal Football Club. Hein, Moi, ça a toujours été mon fantasme. C'est-à-dire que quand on dit, tu as toujours voulu être acteur, moi, quand je fantasmais avec mon frère, justement, quand on faisait des sketchs à la maison entre nous, j'étais toujours présentateur de télé où je présentais soit des vedettes de la chanson, soit des sportifs. Et oui, c'était mon fantasme. Donc, effectivement, pouvoir réaliser son fantasme aujourd'hui avec un film, Samy a été témoin. Il y a quoi, quelques minutes à l'écran, on a tourné toute la journée. Ouais, parce que vraiment, on y prenait tellement de plaisir. Oui, puis en plus, il faut répéter une phrase qui a du mal à venir aussi à un moment donné dans le film. Je vous proposerai bien ma place, hein, justement, pour continuer, aller au bout aussi de votre truc. Hein, c'est vraiment quand vous voulez. Allez, eh ben, c'est parti. Alors, vous voyez, là, alors là, il y a l'oreillette qui tombe. Vous pouvez y aller. Dites, alors, les notes sont ici. Alors, j'ai pas mes lunettes. J'ai pas mes lunettes. On en est où? Il y a un prompteur. Oh, je trouve ça très, très difficile, en plus, d'être ici à la place. Vous n'avez pas l'oreillette? Eh bien, allez-y, présentez. Le temps additionnel, ça consiste en quoi? Vous pouvez nous expliquer? Alors, le temps additionnel, c'est on change un petit peu du champ de cette émission. On sort un petit peu pour se donner un petit peu plus de liberté et parler ici des rêves. C'est terrible, c'est très, très dur de répondre à des questions, en fait. Je ne sais pas comment vous faites. Mais alors là, vous êtes exceptionnel. Combien de temps il nous reste, là? Je vois le décompte, là. Il nous reste plus beaucoup de temps. Hein. Ah, là, il nous reste 5 minutes. 5 exactement. minutes. Ah, d'accord. Ça va, on a le temps. Très Donc bien. ça, c'était un de vos rêves, alors? C'est un de mes rêves et je suis en train de le réaliser encore une fois. Alors, très content de vous accueillir aujourd'hui à Grenoble. Vous êtes vous-même originaire de Grenoble? Absolument, né à Grenoble. Né à Grenoble. Et pas à la Tronche. Ah bon, voilà, mes ça enfants sont nés à la Tronche, mais à la Mutualiste. Donc une vraie Grenobloise. on est ravis de vous accueillir sur ce plateau. Et très fiers en plus de ma vie. Et alors, ainsi vous le voyez, si vous regardez sur la petite tablette qui est ici, je vous propose d'appuyer sur le bouton où il y a écrit Images. Et ensemble, on va se remémorer. Voilà, ça, c'est en 2006, hein, si je ne me trompe pas. 2006, absolument. Indigène, prix d'interprétation masculine collectif avec les acteurs de ce film exceptionnel de Rachid Bouchareb, qui a bouleversé aussi tous les spectateurs. Un film qui a vraiment agi sur les consciences. J'ai pas mes notes, mais je vais essayer de m'en souvenir. Et qui a vraiment permis de sensibiliser j'en ai pas tellement besoin. Ici, on se souvient tous ici déjà de ce film et puis de ce moment exceptionnel qui résonne encore aujourd'hui un peu comme un rêve. Et le rêve de recevoir un prix et de sensibiliser vraiment le public, les publics à ces soldats qui ont permis de libérer la France. Ces soldats d'Afrique du Nord qui ont permis de libérer la France. C'était un rêve, ça, les deux à la fois, le prix et la sensibilisation? Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses d'abord. En procédant par étapes. D'abord, il y a plusieurs années en amont, Rachid Bouchareb me parle de cette idée de film. On est au début des années 2000, et donc il faut regarder cette idée à l'aune de ce qui se passait à ce moment-là. Et je me disais, il est gentil, mais faire un film comme ça, avec un budget aussi impressionnant, ça sera difficile à monter. 5 ans plus tard, effectivement, il y a Samy Bouajila, Sami Nasseri, Jamel Debbouze et moi-même. Donc le film se fait. Le film se fait dans une ambiance très studieuse, très rigoureuse et en même temps magnifique. On tourne dans les paysages marocains, dans le Rif, non pas dans le Rif, pardon, dans l'Atlas marocain, du côté de Ouarzazate, aucun rapport. Le tournage était un vrai bonheur. Et je me rappelle. Je vous écoute, Samy, oui. Ouais, juste pour rebondir sur ce qu'il dit, parce que finalement, Rachid, c'était très fédérateur ce film, et Rachid avait plaisir à ça, même pendant le tournage d'ailleurs. Et dès que l'idée a germé, et qu'il nous a réunis, il nous réunissait une fois par an, voire un peu plus d'ailleurs, pendant que le scénario évoluait. On avait tous dit, Rachid, c'est super, mais il ne faut pas s'enfermer dans un truc politique. Si tu veux, le propos, le fond sera là, mais il faut en faire à l'américaine un spectacle, un film où les spectateurs ont envie de vivre le moment et qu'il y ait de l'émotion et du reste, quoi. C'est ça qui nous tenait à cœur et c'est ce qu'on avait réussi à faire après. Et à faire un film qui est resté, on peut encore dire des expressions de journaliste, mais c'était presque un acte fondateur aussi de votre ce qui est rare dans la carrière d'un acteur, c'est d'avoir en plus ce film fédérateur, qui est on en parlera après. Allez-y. Un film fédérateur, un film qui est un succès populaire, un succès critique, le prix d'interprétation, la nomination aux Oscars et cette loi que Jacques Chirac, à l'époque président, débloque et permet aux anciens combattants de toucher leur pension qui était
qui était bloqué depuis plusieurs décennies. En fait, c'est là qu'on s'aperçoit, on s'est aperçu en cours de route que c'était dans l'inconscient collectif de tous, de nous tous, de notre société, d'ouvrir un pan de cette mémoire qui vraiment, finalement, était assez traumatisée, quoi, et qu'on avait besoin d'exprimer, de laisser sortir. Et c'est ce qui a fait la force du... Et ça a changé beaucoup de choses. Une de mes plus grandes fiertés, je me suis dit, mais en fait, je crois que c'est pour ça que je fais du cinéma, c'est que je me souviens, dans ton livre d'histoire, c'était en seconde ou en première, dans le livre d'histoire, il y avait une affiche d'indigènes. Donc d'être en photo dans le livre d'histoire de mon propre enfant, d'un coup, tout fait sens. Oui, ça, comme quoi. ce type. C'est un stylo, c'est un quoi? journaliste doit toujours avoir un petit stylo dans les mains. Oui, ça vient, c'est originaire du Japon. Alors justement, puisqu'on parle de choses qui changent de cette dimension de rêve, on doit tous croire à ces rêves. Alors on va rester en direction, on va rester dans Rhône-Alpes, mais direction Lyon. Je ne sais pas c'est laquelle des deux je dois regarder de caméra, mais voilà, on est ici à Lyon où se tient chaque année l'un des plus beaux, des plus prestigieux festivals de cinéma sous la direction de Thierry Frémaux, le Festival Lumière, qui décerne le prix Louis Lumière à Tim Burton cette année, qui avait les larmes aux yeux véritablement et qui a déclaré ne jamais avoir reçu autant d'amour, vraiment une ovation. Alors on peut vraiment être fier du public français qui lui a réservé une ovation phénoménale, vraiment une acclamation qui ne s'arrêtait pas. Et Tim Burton, donc, qui lui nous incite toujours au merveilleux, à cette sphère onirique. On croit en nos rêves, on croit en nos cauchemars. Il a cette faculté de les imprimer sur une pellicule, nos rêves, et cette dimension qu'on est nous-mêmes incapables de raconter. Eh bien, cette légende vivante nous a fait un beau petit cadeau au micro de Télé Grenoble. Voilà, c'est un petit peu le Graal aussi, quand on essaye d'interpeller Tim Burton et qui nous répond. La question, elle est toute simple. Qu'est-ce que vous avez à dire aux gens qui ne croient pas en leurs rêves? Écoutez le petit cadeau. Mr. Burton, please, what do you have to say to people who don't believe in their dreams? Well, dreams and nightmares do come true. Thank you so much. Hein? Les rêves et les cauchemars sont réalité, deviennent réalité. Déjà, on découvre que vous êtes polyglotte. Oui, déjà, Voilà. oui, il faut se la péter un peu en anglais. Non, mais après, on parle d'un génie. Hein. C'est un génie et de la narration et de l'image. Il arrive à associer les deux. C'est très difficile quand même d'avoir... C'est souvent quand on pense à un film et quand il est fabriqué, il y a toujours quand même une dichotomie entre ce qu'on avait à l'image, à l'esprit, pardon, et ce qu'on retrouve à l'image. Lui, j'ai l'impression qu'il se rapproche au plus près de ses rêves, aussi bien en termes de couleurs que d'images et de récits. Ouais. Et puis en plus, ça nous plaît à nous, adultes, et aux enfants. Enfin voilà, c'est un... Ouais, et vous y contribuez aussi à ça, à transformer. Voilà, ici, on parle de rêve, on parle de cauchemar. Un film aussi, c'est quelque chose qui se regarde, on plonge dedans, et puis voilà, on y croit, et ce sont des choses vraiment auxquelles vous contribuez à nourrir notre imaginaire. Merci beaucoup, Samy Bouajila, Nina, bravo, Nina Zem. Un nom à retenir, je l'espère. Roche Dizem, c'est vous qui concluez cette émission. Allez-y, oui. Voilà, avec votre phrase. J'étais ravi de vous recevoir. Donc, Les Miens sortira donc le 23 novembre dans toutes les salles de France, notamment au Méliès, ici à Grenoble. Regardez bien la caméra, elle est derrière. Je regarde la caméra, oui, bien sûr. Voilà. Oui, Écoutez, non, mais merci de m'avoir reçu. Merci de cet accueil. Nina, j'espère vous revoir bientôt dans un film prochainement. Avec vous avez tourné un autre film récemment? J'ai tourné un autre film cet été qui sortira, j'espère, bientôt. Samy, on vous retrouve bientôt dans un autre film aussi? Inch'Allah, comme on dit. Et vous êtes à l'affiche de L'Innocent. L'Innocent, qui est en ce moment en salle. N'hésitez pas. Film comédie burlesque, s'il en est. Merci beaucoup. Et au revoir. Au revoir. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence. L'entrepôt du bricolage de Saint-Jean-de-Moiran, Échirolles-Comboires, Saint-Martin-d'Air vous présente Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, l'esprit entrepôt, ça change tout.